Le soir tombait sur la Provence, drapant les champs de lavande et les oliveraies d'une lumière dorée et douce. À travers les immenses baies vitrées du siège social de son entreprise, Nicolas Beaumont observait le crépuscule avec une satisfaction distante. L'architecture de verre et d'acier du bâtiment, un bastion de modernité au cœur de la campagne française, semblait froide et impersonnelle face à la chaleur du paysage. Il venait de conclure une réunion qui allait redéfinir l'avenir de son conglomérat, brassant des millions d'euros avec la facilité d'un joueur d'échecs déplaçant ses pièces maîtresses. Alors qu'il traversait le vaste hall de marbre poli, ses pas résonnant dans le silence quasi religieux du lieu, une voix, petite mais d'une fermeté inattendue, l'arrêta net dans sa course. Devant lui se tenait une fillette qui ne pouvait avoir plus de 7 ans. Vêtue d'une simple robe verte, elle le fixait avec un sérieux qui détonnait avec son jeune âge. Ses yeux, d'un bleu profond, étaient emplis d'une urgence troublante. « Ils ont dit que votre voiture va exploser », murmura-t-elle dans un français parfait, chaque mot articulé avec une clarté déconcertante. Nicolas Beaumont, habitué aux discours calculés et aux flatteries intéressées, fronça les sourcils, se penchant vers elle avec une incrédulité amusée. À quelques mètres de là, 4 de ses gardes du corps personnel, des hommes robustes et triés sur le volet, conversaient à voix basse en russe, leur posture faussement décontractée. La petite, qui s'appelait Chloé, ne s'y a pas. Elle insista, sa conviction faisant naître une étrange inquiétude chez le magnate. « Qu'est-ce que tu as dit » demanda Nicolas, sa voix trahissant une surprise qu'il tentait de masquer. Chloé serra ses petits poings, son visage se tendant sous l'effort de se faire comprendre. « Je les ai entendus, répéta-t-elle, plus fort cette fois. Ils parlaient en russe. Ils ont dit que votre voiture de luxe explosera dès que vous mettrez le contact. » Un silence pesant s'installa entre l'homme puissant et la petite fille. Nicolas Beaumont possédait quelques notions de russe, acquises au fil de ses transactions internationales, mais il peinait à suivre une conversation rapide. L'idée qu'une enfant puisse déchiffrer des échanges qui lui échappaient en grande partie semblait absurde. Il la dévisagea, un mélange de doute et d'un respect naissant se lisant sur ses traits. Les yeux de Chloé ne reflétaient aucune peur, seulement la certitude brute de quelqu'un qui énonce une vérité capitale. « Comment connais-tu le russe » s'enquit-il, baissant instinctivement la voix comme pour partager un secret. « C'est ma grand-mère, Monique, qui me l'a appris, » répondit-elle sans la moindre hésitation. Il parlait très vite, mais j'ai compris. Ils ont dit qu'ils attendent le bruit, qu'après ce sera le chaos et que personne ne les soupçonnera. Nicolas Beaumont jeta un regard discret par-dessus son épaule en direction de ses gardes. Ils avaient cessé leur conversation et semblaient maintenant surveiller ostensiblement la porte principale. Une chape de plomb lui tomba sur la poitrine. Chaque fibre de son être, chaque instinct affûté par des années de négociations impitoyables et de trahisons feutrées, lui hurlait de ne pas ignorer cet avertissement. Une enfant. Il hésita, le cerveau en ébullition. « Sais-tu ce que tu es en train de dire » ? Oui. Elle le fixa, ses yeux ne clignant pas, comme deux saphirs déterminés. Ne montez pas dans cette voiture. L'air ambiant sembla s'épaissir, devenir presque irrespirable. Nicolas déglutit avec difficulté, luttant pour conserver son masque d'impassibilité. Il était protégé depuis des années par une sécurité privée d'élite, des hommes qui avaient juré de donner leur vie pour lui. Cette allégation, venant d'une source si improbable, le déstabilisait profondément. Il fit un pas en arrière, se détournant légèrement de Chloé, et appela l'un de ses assistants d'une voix qui se voulait ferme. « Faites venir Stéphane Dubois. Lui seul. Tout de suite. » L'assistant s'éclipsa sans un mot, comprenant l'urgence dans le ton de son patron. Nicolas évitait de croiser le regard de ses gardes du corps, mais il sentait leur attention peser sur lui, une pression invisible et menaçante. Savait-il ? Avait-il senti que quelque chose avait fuité ? Il se pencha de nouveau vers Chloé. « Écoute-moi très attentivement. Si ce que tu dis est vrai, tu es en très grand danger. Ils ne laisseront pas un témoin les démasquer. » La fillette pinça les lèvres, une lueur de défi dans le regard. « Ça ne me fait pas peur. » Sa voix était à peine un souffle, mais chargée d'une force inouïe. « Ma grand-mère Monique m'a toujours dit que si je pouvais empêcher quelqu'un de mourir, je devais parler, peu importe le risque. » Ces mots simples le transpercèrent avec plus de force que n'importe quel conseil de ses stratèges financiers. À cet instant précis, Nicolas Beaumont sentit le poids de sa fortune colossale, de ses entreprises tentaculaires et de ses costumes sur mesure s'effondrer devant la bravoure pure et simple d'une enfant.
L'assistant revint, flanqué de Stéphane Dubois, le chef de sa sécurité personnelle, le seul homme en qui il avait une confiance aveugle, une confiance forgée au fil des années et des crises. Nicolas lui parla à voix basse, sans jamais quitter des yeux le groupe de gardes suspects. Vérifie la voiture. Maintenant. Fais-le comme si c'était une inspection de routine, mais sois minutieux. Stéphane Dubois, un homme au visage buriné et au regard perçant, hocha simplement la tête et se dirigea d'un pas calme vers la berline noire et rutilante garée devant le parvis. Les 4 gardes l'observèrent, une tension palpable émanant soudain de leur groupe. Ils échangèrent quelques mots brefs en russe que Nicolas, désormais hyper vigilant, ne pouvait plus ignorer. Son cœur se mit à battre à un rythme effréné. Quelque chose était sur le point d'exploser, au sens propre comme au figuré. Chloé, comme si elle sentait sa nervosité, se cramponna à la manche de son veston. Pour la première fois depuis des décennies, cet homme habitué à dominer des conseils d'administration, à plier ses rivaux lors de batailles financières sans merci, ressentit une peur primale, viscérale. Soudain, l'un des gardes s'avança, un sourire forcé et hideux sur le visage. « Monsieur Beaumont, la voiture est prête. Nous devrions partir sans tarder. Il n'est pas bon de s'attarder ici. » Nicolas prit une profonde inspiration, son esprit tournant à plein régime. Son regard faisait la navette entre la petite fille agrippée à lui et les hommes qui le pressaient de partir. Il n'avait encore aucune confirmation. Un seul faux pas, une seule décision erronée, et ce serait peut-être son dernier. C'est à cet instant précis que Stéphane Dubois, penché sur le moteur de la voiture de luxe, leva la main et fit un geste discret mais alarmant, un signe convenu entre eux pour signaler un danger mortel et immédiat. La tension dans le hall devint insoutenable, électrique. Nicolas sentit sa gorge se nouer. Les gardes se retournèrent brusquement vers Stéphane, comprenant que leur plan était découvert. Chloé tira sur son bras avec une force désespérée. Le destin de Nicolas Beaumont allait se jouer dans les prochaines secondes. L'écho de cette vérité effroyable résonnait dans son esprit, quelqu'un au sein de sa propre garde rapprochée voulait sa mort, et la seule personne à l'en avoir averti était une enfant. Il ne quitta pas des yeux ses gardes qui commençaient à se diriger lentement vers la voiture, comme pour bloquer sa vue, pour dissimuler la preuve de leur trahison. Sa respiration était lente, contrôlée, un contraste saisissant avec le chaos qui régnait dans sa poitrine. Chloé tremblait légèrement contre lui, mais la fermeté de son regard ne faiblissait pas. C'est alors que la voix de Stéphane Dubois déchira le silence, forte et claire pour que tout le monde entende « Monsieur, ne vous approchez sous aucun prétexte. Il y a un engin explosif dans le moteur. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Les 4 gardes se figèrent, échangeant des regards paniqués. L'un d'eux, celui qui avait tenté de le presser, essaya de sauver les apparences. « C'est sûrement une erreur, patron. Nous avons tout vérifié ce matin. » Nicolas lui fit face, son regard plus dur et froid que l'acier de son immeuble. « Alors expliquez-moi pourquoi Stéphane, le seul homme en qui j'ai une confiance absolue, me dit exactement le contraire. » L'air était saturé de tension. La respiration de Chloé était devenue haletante. À ce moment, Nicolas comprit avec une clarté aveuglante que cette petite fille venait de lui sauver la vie. Ses propres protecteurs avaient orchestré son exécution. L'un des traîtres esquissa un mouvement vers l'intérieur de sa veste, mais Nicolas leva une main autoritaire. « N'y songez même pas. Votre jeu est terminé. » Autour d'eux, la sécurité interne du bâtiment, alertée par la scène anormale, commençait à converger. Plusieurs regards curieux et inquiets se posèrent sur le groupe. Les traîtres comprirent qu'ils avaient perdu. L'un d'eux laissa échapper un murmure rageur en russe. Sans même une seconde d'hésitation, Chloé traduisit à voix haute, sa petite voix portant dans le hall silencieux, « Il dit que ça ne fait rien, que tôt ou tard, quelqu'un vous aura. » Nicolas la regarda, un mélange d'émerveillement et de respect infini dans les yeux. Cet enfant était devenu sa seule véritable alliée au milieu d'un nid de vipères. « Peut-être, » répondit-il d'une voix forte pour que tous l'entendent, son regard défiant les traîtres. « Mais ce ne sera pas aujourd'hui. » En quelques secondes, les agents de la sécurité du siège arrivèrent et maîtrisèrent les 4 gardes du corps. Il y eut des bousculades, des insultes proférées dans un mélange de langues, des regards chargés de haine. Finalement, menottés, ils furent emmenés. Nicolas ne bougea pas, attendant qu'ils aient complètement disparu de son champ de vision. Ce n'est qu'alors qu'il s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de Chloé, son visage empreint d'une profonde gravité. « Tu m'as sauvé la vie.
Je n'oublierai jamais, jamais ce que tu as fait pour moi. La fillette le regarda avec une pointe de timidité, comme si elle réalisait seulement maintenant la portée de son acte. Je n'ai fait que répéter ce que j'ai entendu. Ma grand-mère Monique dit que se taire quand on sait qu'une mauvaise chose va arriver, c'est comme aider à ce qu'elle arrive. Ces paroles le frappèrent au plus profond de son âme. Il avait passé sa vie entouré de flatteurs, de conseillers calculateurs, de partenaires avides. Et c'était une enfant, sans rien attendre en retour, qui venait de lui enseigner la plus grande des leçons sur la valeur de la vérité et du courage. Ta grand-mère est une femme sage, dit-il avec un sourire sincère, une expression si rare sur son visage qu'elle en parut presque nouvelle. Et tu le es tout autant. Une autre voiture, entièrement sécurisée, fut amenée en toute hâte. Avant de monter, Nicolas prit un instant pour observer Chloé. Il savait que cette rencontre avait changé bien plus que le cours de sa journée, elle avait changé sa perception du monde. « Écoute » commença-t-il, sa voix douce mais ferme. « Je veux que tu saches qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais seul. Je vais m'assurer que tu reçoives tout ce que tu mérites, la meilleure éducation, une protection sans faille, et surtout, que tu n'aies plus jamais à avoir peur de dire ce que tu sais. » Chloé ne répondit pas tout de suite, mais ses yeux s'illuminèrent d'un soulagement palpable. Elle finit par hocher la tête. Nicolas monta dans le véhicule, mais avant de refermer la portière, il la regarda une dernière fois. L'image resta gravée dans sa mémoire, une petite fille en robe verte, se tenant droite et ferme comme un roc face à l'adversité. Alors que la voiture s'éloignait sur la route qui serpentait à travers la campagne provençale, il réfléchit en silence. Sa richesse, ses entreprises, son réseau d'influence, tout cela aurait pu être anéanti en une fraction de seconde s'il n'avait pas su reconnaître la vérité, même lorsqu'elle provenait de la plus inattendue des voix. Et là, avec le chant des cigales en fond sonore, il comprit la leçon la plus puissante qu'il ait jamais reçue. Le courage ne dépend ni de l'âge, ni du pouvoir, mais de la simple capacité à parler lorsque tous les autres se taisent. Il ne sut jamais si cette conspiration faisait partie d'un complot plus vaste, mais il comprit que son destin avait été irrémédiablement altéré par l'intervention d'une âme aussi petite et pourtant si grande. La vie venait de lui démontrer que si la fortune peut s'acheter, la véritable loyauté, elle, surgit là où on s'y attend le moins. Ému, il ferma les yeux un instant. Jamais plus, se jura-t-il, je ne sous-estimerai la voix des innocents, car ils voient souvent ce que nous, les adultes, refusons d'accepter. L'écho de cet enseignement l'accompagnerait pour le restant de ses jours. Et tandis que Chloé retournait auprès de sa grand-mère Monique ce soir-là, aucun des deux ne se doutait que leur histoire était de celles qui rappellent à l'humanité entière qu'on ne sait jamais qui peut vous sauver, ni d'où viendra la vérité. Mais quand elle se présente, il ne reste plus qu'à l'honorer et à s'en souvenir, pour toujours.